et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Filet Nicolas. Filet, c'est votre nom, Nicolas, c'est votre prénom. Vous êtes conseiller municipal à la ville de Fort-de-France. Vous vous occupez plus spécialement du sport. C'est ça. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Comment allez-vous? Très bien. J'ai la chance d'être en pleine forme. Je vous remercie en tout cas pour cette invitation et je nous souhaite un bon débat. Pourquoi vous souhaitez débattre avec moi? Je ne veux pas débattre avec vous. Je salue vos téléspectateurs également qui vont apprendre à découvrir le portefeuille que j'ai la chance d'animer en mairie. En fait, ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent non seulement découvrir le portefeuille, mais découvrir également l'homme que vous êtes. Parce que c'est vrai qu'on ne vous voit pas souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours? Qui êtes-vous? Qui est Nicolas Filin? Alors, Nicolas Filin, je suis foyalais de 43 ans. J'ai la chance d'être père de famille. Je suis militant du Parti progressiste martiniquais depuis l'année 2008. J'ai effectué toute ma scolarité en Martinique, en tout cas une bonne partie de ma scolarité. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Guadeloupe parce que ma mère est également guadeloupéenne, ancrée en Martinique, mais d'abord guadeloupéenne. J'ai eu la chance j'ai fait ma scolarité en tout cas dans mon quartier, Trenel-Citron, jusqu'à la classe de CM2. Toujours à l'école publique, parce que mes parents sont de fervents défenseurs de l'école publique. Donc j'ai eu un cursus, on va dire, normal. J'ai eu la chance aussi de sortir du quartier, donc d'avoir accès à des études supérieures. Donc je suis parti à l'université. J'ai suivi un cursus, celui que je pensais être fait pour moi, jusqu'à ce que je me pose un certain nombre de questions, questions existentielles. Est-ce que je fais des études pour faire des études ou est-ce que j'aspire à autre chose? Et donc j'ai pris une année pour me poser ce genre de questions et je suis rentré en Martinique où là j'ai suivi un certain nombre de cursus dans le domaine des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines. J'ai eu accès à un premier contrat de travail et c'est là que j'ai découvert le monde de l'insertion professionnelle. J'étais totalement ignorant à ce niveau. Et j'ai pu découvrir ce que c'était que des chantiers d'insertion, ce genre de choses. J'ai travaillé également à l'école de la deuxième chance en tant que responsable du pôle entreprise. L'idée c'était d'accompagner les élèves, en tout cas les stagiaires, à développer un projet professionnel et puis d'identifier des entreprises en capacité de les accompagner. Par la suite, j'ai travaillé en tant que coordinateur de projet associatif, toujours dans le même domaine, RH et insertion. Et aujourd'hui, je suis chargé de projet. RH, ça veut dire quoi? Ressources humaines. D'accord. Donc, vous avez fait vos classes primaires à Trenel-Citron. Oui. Vous avez fait vos classes secondaires où? J'étais au collège Gaudissart et j'ai fait mon lycée en Guadeloupe. En Guadeloupe. Oui. Parce que votre mère est guadeloupéenne. C'est ça, oui. D'accord. Ensuite, vous avez fait les études où? Les études de quoi? J'étais à l'université de Paris 8 et j'ai fait des études d'histoire-géographie avec l'ambition de devenir enseignant jusqu'à ce que je réalise que au-delà de la vocation, il faut être en capacité de transmettre et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez fait bac plus combien? 3. Bac plus 3. Oui. Mais quand vous réfléchissez longtemps, hein, parce que vous avez pris toute une année sabbatique pour réfléchir. C'est beaucoup quand même. Heureusement que j'ai pris cette année, parce qu'il faut déjà réaliser que en tout cas en ce qui me concerne, j'avais le sentiment de faire des études pour faire des études. L'idée c'était certainement de plaire, ou en tout cas de répondre aux aspirations de mes parents, qui peut-être voulaient inconsciemment que je devienne fonctionnaire, ce qui n'était pas forcément alors je n'ai rien contre la fonction publique, mais j'aspirais à autre chose et donc j'ai bien pris une année, histoire de ne pas me tromper non plus d'orientation professionnelle et à ce moment-là j'ai découvert ce que c'était que la gestion des ressources humaines, avec une ambition, hein, c'était de créer ce lien-là entre le patronat et le salariat, en tout cas les salariés, et faire en sorte qu'il y ait cet équilibre-là et que les choses fonctionnent.
Parce que souvent on entendait qu'il y avait des conflits dans les entreprises martiniquaises. Et donc je me suis dit que ça peut être une donnée en tout cas essentielle à corriger. Même si tout ne repose pas sur la gestion des ressources humaines, bien sûr. Vous avez quel âge? J'ai 43 ans. Ok. Donc la classe martiniquaise, la classe politique martiniquaise est vieillissante. Vous êtes donc celle qui arrive. Donc un jour, on peut vous rencontrer maire de Fort-de-France ou quelque chose comme ça. Écoutez, je ne nourris pas ce genre d'ambition, mais après, comme j'aime à dire, je suis au service de ma famille politique. S'il faut assumer des responsabilités, on se prépare. Je ne suis pas le seul à avoir cette tranche d'âge au sein du PPM. Donc on se prépare à assumer des responsabilités, qu'elles arrivent ou pas. En tout cas, l'idée, c'est de porter un discours, de porter une vision, de dire un certain nombre de choses, ce qu'on pense, d'avoir un regard critique sur la société martiniquaise telle qu'elle est, en s'intégrant, bien évidemment, puisque je suis membre de cette société. Et donc, s'il faut apporter notre pierre à l'édifice, en tout cas, si je dois le faire, je n'hésiterai pas à le faire. Qu'est-ce que vos parents faisaient? Alors, mon père a monté son garage. Il a un garage de peinture auto à Trenel-Citron. Et ma mère a assumé un certain nombre de responsabilités, que ce soit à la banque ou encore dans le milieu de l'imprimerie. Vous avez des frères et des sœurs? J'ai 2 frères et une sœur. Et je suis l'avant-dernier. D'accord. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs qui, eux, sont dans la fonction publique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde est dans le privé. C'était pas forcément un plan de carrière. Je pense que ça ne sait pas, les opportunités dans le public ne se sont pas forcément présentées. Et en même temps, en termes de schéma, dans le schéma familial, chez nous, il n'y avait pas forcément de fonctionnaires. Nos parents travaillaient dans le privé. On sait ce que c'est, on les voyait partir et la plupart du temps on ne les voyait pas forcément revenir puisqu'ils rentraient tardivement. Et en même temps ils ont fait ce genre de, je ne vais pas dire de sacrifice, mais c'était nécessaire pour donner une éducation, donner un toit, donner à boire et à manger à des enfants, à leurs enfants. C'était leur choix et donc on a dû composer, donc on est devenu autonome assez rapidement. En tout cas dans l'éducation qui nous était proposée. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu le choix forcément, mais en tout cas, nos parents ont fait le choix de nous apprendre à repasser, à laver nos vêtements, à nettoyer la maison. Il y en avait un qui avait la responsabilité de faire le repas pour les autres et ça a quand même assez bien fonctionné. Donc on était dans un apprentissage permanent. À l'époque, n'oublions pas qu'il y avait les voisins aussi qui participaient activement à l'éducation des enfants, puisque je suis des années 80. Vous avez pris l'avion pour la première fois à quel âge? J'ai pris l'avion, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Pour aller où? Pour aller en région parisienne, puisque la sœur de ma mère habitait en région parisienne. Et donc, et comme c'était une frange de la famille que je ne connaissais pas, donc l'idée c'était d'aller rencontrer, de recréer ce lien, de le consolider et de rencontrer mes cousins germains. D'accord. Donc à 7 ans, 8 ans, oui. Vous avez quitté la Martinique. Oui. Pendant combien de temps vous êtes resté en France? Ça a dû durer entre 2 et 3 semaines. C'était 2-3 semaines. Oui, c'était des vacances. Oui, c'était des vacances, oui. Okay. Ensuite, vous avez fait, après que vous êtes revenu en France, hexagonale, à quel âge? Je suis retourné à l'âge de 20 ans. D'accord. Votre premier contact avec la France et ce monde blanc, à 7-8 ans, comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Je n'ai pas vraiment de souvenirs. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'à l'époque je faisais la différence. Je ne faisais pas de différence de couleur de peau. Et donc la seule chose qui m'avait interpellé, c'était le climat, parce que je voyais de la buée sortir. Je ne savais pas que c'était de la buée à mon âge. Je pensais que c'était de la fumée. Donc je simulais l'acte de fumée. Et je ne comprenais pas. L'étendue de l'aéroport aussi, de la piste. Lorsque l'avion atterrit à Orly, vous voyez qu'il y a des véhicules, il y a des voies de circulation, sauf que l'aéroport
du Lamentin ne proposait pas ce genre de schéma. Et donc, ce sont ces choses-là qui m'ont le plus marqué, mais pas forcément ceux qui y habitaient. Vous êtes arrivé en quel mois? Au mois de décembre. C'était pour les vacances c'était pour les vacances de fin d'année. Et donc, une belle surprise, en tout cas. Une belle surprise? Oui. C'est-à-dire qu'à 7 ans, vous aviez entendu parler de la France. Oui. Pour vous, c'est un pays magnifique, c'est le pays de Louis XIV, tout ça, non? Pas encore? Non, je n'avais pas ce regard-là. Vous n'aviez pas idéalisé ce pays? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et puis, c'était l'un de mes tout premiers voyages. C'est la première fois où je voyageais. Donc, pour moi, c'était l'émerveillement. Je veux dire, ne serait-ce que prendre l'avion. En plus, j'étais seul, puisque mes parents n'avaient pas voyagé avec moi. Donc, j'étais un peu livré à moi-même dans cet avion, même si on vous accorde l'accompagnement d'une hôtesse. Mais voilà, et puis après, je suis de nature timide, donc je reste dans mon coin. Et donc, j'observais avec les yeux de l'enfant que j'étais à cet âge-là. Et vous êtes donc revenu faire vos études, vous aviez quel âge? Donc, quand je suis revenu en Martinique? Non, quand vous avez quitté la Martinique pour faire vos études à Paris. J'avais 20 ans. Et je suis revenu en 2006. Attendez, vous êtes parti de la Martinique à 20 ans? Oui. Pour faire les non, je suis parti de la Guadeloupe. Parce qu'entre-temps, je fais mon lycée en Guadeloupe. Oui. Et à 19 ans, c'est pas 20 ans, c'est 19 ans, je suis parti en France pour faire mes études. Pour faire vos études, ouais. D'accord. Et je suis revenu en 2006. Vous étiez en retard, 19 ans. J'ai redoublé la classe de 5e. D'accord. Parce que là encore, mes parents voulaient qu'on touche du doigt l'excellence. Et donc mes notes, ma mère avait estimé que mes notes n'étaient pas suffisantes. Donc elle avait demandé le redoublement pour moi en 5e. Okay. Ce qui n'a pas forcément été une mauvaise chose en soi, parce que ça m'a permis de conforter, de rattraper un certain nombre de lacunes, et puis de commencer à comprendre à quoi servait l'école. Parce que jusque-là, on y allait pour apprendre et digérer un certain nombre de choses sans comprendre réellement, sans donner du sens. Et ça m'a permis de rencontrer des enseignants, justement, là, j'ai choisi de devenir enseignant d'histoire-géographie parce que justement il y avait un enseignant qui m'avait en tout cas incité, qui m'avait donné envie de m'intéresser à l'histoire. Mais pas à l'histoire, forcément l'histoire de la France, celle qu'on nous apprenait dans les livres, mais le rôle que l'histoire avait sur le présent, pour mieux comprendre la situation dans laquelle on était. Et lui, il avait fait ce travail-là dès la classe de 5e, et j'avais adoré ça. Vous avez fait un bac quoi? Sciences, sexe, philo Commerce. Commerce? Un bac pro commerce, oui. Et donc, vous avez lycée technique? Polyvalent, oui. Ils appellent ça polyvalent. D'accord. Paris 8, c'est où? C'est Saint-Denis. L'université Saint-Denis, Vincennes. D'accord. Paris-Vincennes. Est-ce que vous avez rencontré le racisme en France? Durant mes années d'études, oui, ponctuellement. C'était pas vraiment quelque chose de répandu parce que lorsque moi j'habitais en résidence universitaire, pas très loin de l'université. À Saint-Denis alors? À Astin. J'étais à Astin. Ouais. C'était à peut-être 1 kilomètre de l'université. Donc quand on évolue en banlieue, bon, ben non, j'avais pas le sentiment d'être en France. En fait, quand je dis en France hexagonale, je retrouvais des codes de la Martinique, de la Guadeloupe, et avec des populations. Il y avait beaucoup d'immigrés dans cette zone. Beaucoup d'immigrés, beaucoup de. Oui, il y avait un melting pot, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette université-là aussi, qui donnait sa chance à tous ceux qui avaient envie de s'en sortir, envie d'apprendre. C'est l'une des rares universités à vous donner la possibilité de passer en ce qu'ils appelaient à l'époque en licence conditionnelle. Ça veut dire que même si vous n'avez pas 100% des résultats du DUG, avec 70%, 80%, vous pouvez basculer en licence, prendre vos cours de licence et rattraper au fur et à mesure. Donc c'était quand même une chance qui était donnée. Il y avait des filières qui étaient quand même assez intéressantes. Et j'ai découvert, je ne connaissais pas d'Africains du Nord,
Et là, j'ai pu échanger, passer du temps avec des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Vous avez rencontré quelques Français européens quand même. Oui, bien sûr. Il y en avait bien évidemment. Mais ce qui m'avait marqué, c'était ça. Vous savez, quand on fait toute sa scolarité à Fort-de-France, en l'occurrence l'école primaire, ce sont les enfants du quartier qui fréquentent l'école. Quand je suis arrivé au collège, j'ai rencontré des enfants de communes. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait interpellé, mais et là encore, de rencontrer des Russes, de rencontrer des Afghans, etc., je trouvais qu'il y avait une richesse culturelle dans cette université qu'on peut retrouver dans d'autres universités, mais celle-là, en l'occurrence, on était comme à la maison. Et j'avais trouvé ça quand même assez intéressant. Vous étiez content d'avoir voyagé, mais d'avoir l'impression de n'avoir pas voyagé. Vous étiez comme à la maison. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, lorsque attendez, je rentrais, ce que vous dites là est dramatique. Hein. Comment? Ce que vous dites là est dramatique. Pourquoi? Ben, parce que quand on voyage, c'est mieux de rencontrer ce qui non, ne vous non. ressemble pas. Mais on n'est pas. Mais oui, mais c'est pas moi qui ai choisi la population de Stein. Je veux dire. Vous êtes allé de temps en temps au boulevard Saint-Michel. Bien sûr, j'ai fréquenté d'autres quartiers de Paris, comme on se disait tout à l'heure. Oui, j'aime marcher, j'aime découvrir. Donc j'ai tissé des liens avec un certain nombre de personnes. Lorsqu'on vous parle de la librairie Gilbert Jeune, eh ben, il faut savoir ce que c'est. Lorsqu'on fréquente Châtelet, porte de Paris, porte d'Italie, porte de la Villette, j'aimais quand même circuler. Je n'ai pas fréquenté que la banlieue. Je suis allé également en province. J'ai visité une ville universitaire comme Nantes, j'ai trouvé ça formidable. Je passais quelques week-ends chez des amis à Rennes, qui étaient étudiants là-bas. Okay. Non, j'ai quand même voyagé. Oui, non, j'ai eu quand même la possibilité de voyager un peu. D'accord. Donc il y a forcément des racistes en France, hein, comme partout, j'imagine. Oui, très certainement, oui. Est-ce que vous avez eu l'impression que la France était quand même un pays raciste, disons, pour simplifier, ou bien un pays qui avait dépassé ça? Non, alors l'expérience que j'ai eue, je n'ai pas eu d'expérience douloureuse à ce niveau-là. Alors effectivement, certaines personnes aiment à vous montrer votre différence, mais ma différence, je l'ai toujours acceptée. Je n'ai jamais cru qu'on était similaires. Et donc ma différence, je suis martiniquais, je suis de couleur brune ou si noire, en fonction de ce qu'on voudrait faire passer comme message. Mais j'assume mon identité, donc je n'avais pas de souci avec ça. Je veux dire, j'ai eu l'occasion, pour financer, parce que je suis quand même issu de famille modeste, pour financer mes études, j'ai quand même travaillé. Et en travaillant, le seul exemple qui, avec du recul, m'a marqué, en tout cas, qu'on pourrait assimiler à être une forme de racisme, mais... Oui, une forme de racisme. Je travaillais dans un restaurant basque. J'étais plongeur. La première année, j'étais plongeur. J'ai passé à peu près 3 ou 4 ans là. Attendez, excusez-moi. Dites bien ce que c'est, plongeur. Plongeur, je faisais la vaisselle. Je faisais la vaisselle. Puisque je n'ai pas de formation dans le milieu de la restauration. Et donc, l'employeur a bien voulu, sans avoir de qualification et même d'expérience, me donner ma chance. Donc, je l'ai saisi. Et donc j'ai pu évoluer en devenant commis de cuisine, donc vous accompagnez le chef de cuisine. Donc moi j'avais la responsabilité des entrées froides, mais l'employeur qu'il savait que je faisais des études parce que l'échange que j'avais, je l'avais aussi avec lui, et à chaque fois qu'il y avait une personnalité publique qui débarquait dans son restaurant, il fallait qu'il me demande Nicolas, venez, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et je crois que c'était le maire du 13e arrondissement et qu'il avait dit, vous vous rendez compte, il fait des études. C'est un étudiant et il est étudiant en histoire-géographie, comme si c'était une révélation. Et sur le coup, on était en plein service, on était dans le rush, j'avais pas réellement pris du recul par rapport à ça. Et puis quelques temps plus tard, je me suis dit quand même, c'est quand même indélicat de faire ce genre de choses. Même si ça partait certainement de bons sentiments pour montrer que il y a des Français d'outre-mer qui poussent leur cursus un peu plus loin.
Bon, c'était assez particulier. C'était un basque. Un basque, oui. Okay. Donc, vous avez fait des études en travaillant pour payer vos études. Oui. Et ça a marché. Oui, ben écoutez, le goût du travail, on l'apprend, et puis en même temps, si vous n'avez pas d'autre alternative, vous n'avez que celle-là. Hein. Vous êtes venu pour un objectif bien précis, et en même temps, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans un magasin de sport qui se situe à la rue Victor Hugo, où là, je travaillais que les week-ends, parce que quand on veut financer ses sorties, à un moment donné, vos parents vous mettent face à vos réalités, vos responsabilités. Vous voulez des chaussures de marque, d'accord, très bien, il n'y a pas de souci, mais commencez à travailler pour vous payer vos chaussures. Je ne vais pas citer de marque ici, mais il y avait un magasin qui vendait toutes sortes de chaussures qui venaient d'ailleurs, et donc des chaussures qui coûtaient relativement cher. Et donc, on peut vous accompagner à payer une quote-part, mais le plus gros, c'est vous. En tout cas, je vous regarde là, et puis je me dis que vous avez l'air normal. Vous avez l'air normal. Ça veut dire quoi, normal? Qu'est-ce que vous entendez par normal? Vous allez comprendre, vous avez l'air normal. Et puis quand même, c'est que vous aviez la possibilité de faire les études d'histoire et géographie, de devenir fonctionnaire, donc professeur, de revenir, de gagner 40, si vous étiez revenu ici, de gagner 40% de plus que tout le monde, d'avoir un tas de congés. Vous êtes mis là, vous êtes mis à réfléchir, et puis vous avez dit, bon, ça ne m'intéresse plus, et vous faites ce que vous faites là aujourd'hui. Est-ce que c'est une attitude normale dans la Martinique, avec les parents que vous avez et tout ça? Donc vous allez découvrir vous-même que ce n'est pas normal. Alors, j'ai un souci avec le concept de la normalité. Je ne vais pas citer Fanon, parce que je risque de me tromper dans cette phrase, mais après... C'était l'idée. Oui, non, mais c'est ça, je vais dire, à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités, et je pense être, comme tout un chacun, un homme de mission, un homme avec un grand H de mission. Et cette année-là, elle m'a été... Alors, chaque génération doit, dans une relative opacité, oui, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est ça. Donc, j'ai décidé de ne pas... Là, il parle de génération. Là, on parle de vous personnellement. Mais je fais partie d'une génération. Non, mais je vous parle en tant qu'individu. Mais tout est lié. Je veux dire, ma profession aujourd'hui est en lien avec mon engagement politique. Alors, votre profession aujourd'hui, c'est quoi exactement? Comment? Votre profession aujourd'hui, c'est quoi? Je suis chef de projet. J'accompagne les acteurs de l'économie sociale et solidaire à multiplier leur impact. Quand je dis multiplier leur impact, une association ou une entreprise qui s'intéresse, en tout cas, qui développe un certain nombre d'activités dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Je vais donner un exemple concret, une association de quartier qui souhaite proposer quelque chose, une activité pour le quartier. Dire ça comme ça ne veut rien dire. Par contre, accompagner à la définition du projet, aider à la recherche de financement, aider à la rédaction du projet et donner du sens à... Parce que embellir mon quartier, c'est bien. Mais quand vous dites ça à un financeur, il se dit, moi, pas besoin de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, lorsque vous dites que vous embellissez le quartier pour donner un nouveau cachet, permettre un mieux vivre dans le quartier, etc., il y a des termes qu'il faut valoriser, il y a des idées, il y a des concepts à mettre en avant qui ne sont pas forcément à la portée de tous. Et donc, mon travail, c'est d'accompagner ces associations-là, en tout cas ces acteurs-là du développement local, à mettre en œuvre leur projet et leur vision. Vous êtes employé par quelle société? Je suis dans le privé, c'est un cabinet qui travaille, qui monte un certain nombre de projets. C'est une entreprise qui s'appelle Catalyse. Catalyse? Oui. Dont le siège est où? À Fort-de-France. D'accord. Et donc il ne s'intéresse qu'à l'économie sociale et solidaire? Oui, principalement. Est-ce que ça vous donne beaucoup de travail? Énormément. Énormément de charges, parce que là aussi, l'économie sociale et solidaire, moi j'y crois férocement. Je pense que c'est au-delà des projets qui sont portés, c'est une manière d'entreprendre qui correspond un peu, en tout cas, au développement des quartiers dans lesquels, comme le quartier dans lequel j'ai toujours grandi. Traîner le citron lorsqu'il faut créer
il faut rééquilibrer le quartier par rapport à un autre, parce qu'il y a un taux de logement insalubre, un niveau de pauvreté qui est assez élevé, un taux de chômage qui explose. L'économie sociale et solidaire, c'est une alternative pour justement combler ce genre de déficit-là. Et donc, en règle générale, oui, il y a énormément de travail, ne serait-ce que pour accompagner une seule structure, parce que souvent, on a une méconnaissance. Souvent, vous avez des acteurs qui sont toujours persuadés, à tort ou à raison, il faut que maman demander la mairie. Et une fois qu'ils ont demandé à la mairie, ils sont persuadés d'avoir gain de cause et que comme c'est un projet dans un quartier quelconque, prioritaire ou pas, comme le quartier fait partie d'une commune et administré par une municipalité, donc j'ai gain de cause. Sauf que derrière, ce qu'on explique, ce qu'on tente de faire aussi, c'est d'accompagner le tissu associatif à prendre ce virage. Il y a une réforme à prendre en considération, parce que souvent on oublie ça, c'est que le tissu économique, en tout cas les acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y a le mot économie, donc ça veut dire qu'on entreprend une association, selon le texte de la loi 1901, à l'autorisation d'être sur le secteur marchand, de vendre un bien ou un produit, mais tout en ayant une organisation désintéressée. C'est ce qui fait la particularité de ce champ-là, c'est celui qui est à la tête de la structure doit être totalement désintéressé. Si on préside une association pour se remplir les poches, pour devenir millionnaire, on s'est trompé de cible. Vous gagnez votre vie quand même. Comment ? Vous gagnez votre vie quand même. Ben je perçois une rémunération, oui. D'accord. Et la société qui vous emploie aussi. Bien sûr, oui. Ok. En fait, il y a deux grands systèmes, le système communiste et le système capitaliste. Le système dont vous parlez là, l'économie sociale et solidaire, oui, on peut le retrouver dans le système communiste, puisque c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. On ne peut pas être plus solidaire que ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement par rapport au communisme, l'économie sociale et solidaire? Ben, écoutez, vous avez créé une passerelle entre le communisme et l'économie sociale et solidaire. Après, il y a forcément des similitudes, mais ce qu'il faut garder, puisque le communisme aujourd'hui n'existe quasiment pas. Justement. Mais c'est-à-dire que le communisme a disparu, c'est-à-dire que ce n'est pas un système viable. Alors comment l'économie sociale et solidaire peut-elle être viable? Alors le communisme n'existe pas en tant que tel, oui, mais il y avait quand même des aspects positifs dans le concept, dans la conceptualisation du communisme, qui aujourd'hui sont quasiment autonomes. Aujourd'hui, on a dissocié, on a retiré à ce système-là ce dont on parle, l'économie, le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ça fonctionne. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, le système capitaliste dans lequel on est, il est arrivé au bout de ce qu'il est. C'est ma conception. J'étais sûr que vous alliez dire ça. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Mais si on peut faire plus, que la démonstration nous soit proposée, présentée. Aujourd'hui, il y a dans le champ de l'économie sociale et solidaire, lorsqu'on parle de réutilisation, lorsqu'on parle de rénovation, c'est exactement ça. Si on transpose ça à la construction de logements sur un territoire insulaire comme la Martinique, vous connaissez l'état du foncier en Martinique. Cependant, moi, je suis originaire d'un quartier dans lequel vous avez des maisons qui sont inhabitées. Mais au lieu d'aller chercher à construire, pourquoi ne pas rénover? Qu'est-ce qui nous empêche de rénover? Et c'est dans ce sens-là que la municipalité entend travailler. Évidemment, vous n'habitez pas Traînay-le-Citron. Je dis bien évidemment. Pourquoi je dis évidemment. Je n'habite plus le quartier, mais j'y suis quasiment. N'empêche que je vous ai dit évidemment. Et mais j'y suis tous les jours. N'empêche que, évidemment, vous n'y habitez plus. C'est-à-dire que tous les gens comme vous, qui êtes dans ces quartiers populaires, oui, et puis qui s'en sont sortis, mais ils sont également sortis du quartier. Et donc le quartier meurt, parce qu'en réalité, on a du mal à se développer, parce que vous auriez pu faire une très jolie maison là, et puis votre frère, ou je ne sais pas quoi, aurait pu faire une très jolie maison également, et ces quartiers,
par la volonté de ceux qui y sont nés, de ceux qui y ont passé leur enfance, auraient pu s'en sortir. Or, c'est exactement le contraire. Dès qu'un enfant comme vous êtes dès que vous en sortez, que vous partez du quartier. Ben, écoutez, je suis parti du quartier très tôt, puisque j'ai vécu à Trénel jusqu'à l'âge de 11 ans. Votre maison familiale est restée au quartier. Ben, on était locataire. On était locataire, on n'était pas, oui, on était locataire, on n'était pas propriétaire. Donc c'est ce qui explique cela. D'accord, ok. Ma grand-mère habitait le quartier, donc mes grands-parents ont construit leur maison et aujourd'hui mon père y vit. Il vit dans cette maison. Il vit dans cette maison. Il vit dans cette maison. On a gardé le lien, donc il y a quelqu'un de la famille en tout cas. Qui est resté là, oui, qui est dans la maison. Après, je suis encore jeune, donc l'occasion, si l'opportunité se présente, c'est pas une question d'opportunité, ça devait être un objectif, l'opportunité. Ben non, pourquoi Ben parce que. Ben, quand je dis une opportunité, alors ça rejoint l'objectif, opportunité, parce que si mes moyens ne me permettent pas de faire l'acquisition d'une habitation, de logement dans le quartier, ça risque d'être un peu compliqué. J'avais trouvé une maison à la rue de la Butte, sauf qu'il y avait déjà quelqu'un qui était positionné dessus. Donc, je ne suis pas fermé à ce genre d'idées. Je ne suis pas dans cette logique-là non plus de... je ne suis pas dans cette logique-là de tourner le dos au quartier. Je suis extrêmement fier. Hier encore, je discutais de manière informelle avec les membres du conseil, du comité de troisième âge du quartier, l'association de troisième âge, et je leur rappelais qu'on a une très belle histoire. Ce quartier-là a une très belle histoire qu'il faut connaître, qu'il faut valoriser. Je ne connais pas tout du quartier, je connais un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments, et je suis très fier de ce quartier-là. Je suis très fier des politiques publiques qui sont menées, quand bien même on voudrait faire plus. Mais je suis content je n'ai pas à rougir d'être né dans ce quartier-là. Je rappelais à ces dames que je suis sorti tardivement du quartier parce que la municipalité de l'époque avait organisé le quartier pour qu'on n'ait pas forcément à en sortir. Il y avait des commerces, il y avait l'école primaire, il y avait l'école maternelle, il y avait le centre culturel, il y avait les équipements sportifs de proximité. Et donc, pas besoin forcément de sortir du quartier. Donc moi, j'ai vécu une vie de quartier et je n'ai... Alors effectivement, mes parents travaillaient, donc on n'avait pas forcément de loisirs, on n'avait pas ce temps-là à consacrer aux loisirs. Donc on ne sortait pas forcément, mais tout était pour moi dans le quartier. J'ai découvert le quartier avec mes camarades de classe, quand on ne sortait pas. C'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on appelle une véritable vie de village. On se connaissait tous. Lorsque vous allez tel endroit, vous avez toujours sur le chemin quelqu'un qui va vous dire Nicolas, on a fait là. Est-ce que maman savent ça qu'on a fait ça? On se connaissait tous. Les enseignantes aussi prenaient part à des décisions d'éducation. Elles ont participé. Je rends souvent un hommage à Madame Largène qui était la directrice de l'école maternelle, avec qui je suis encore en contact, et souvent elle me rappelle un certain nombre d'anecdotes, parce que bon, je ne m'en souviens pas, mais j'ai appris à lire, écrire. Donc la notion de quartier est importante pour vous? Bien sûr. Mais ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est un vrai choix politique, c'est un vrai choix. Oui, je ne serais pas devenu celui que je suis si je n'avais pas grandi dans ce quartier-là. Parce que forcément, lorsque vous grandissez dans un quartier avec cette renommée, vos parents aspirent à mieux pour vous dans le choix de l'éducation qu'on vous donne. Ce qui est normal, je veux dire, on veut tous donner beaucoup plus qu'on a reçu à nos enfants. Maintenant, est-ce que ça a porté ses fruits? Très certainement. Je ne suis pas vraiment à plaindre. Je ne suis pas le premier Martiniquais à plaindre. Évidemment, j'aspire à faire autre chose de ma vie, à construire, à concevoir un certain nombre de choses, à apporter des réponses, à continuer à outiller le pays Martinique. Mais écoutez, du haut de mes 43 ans, lorsque je fais un petit bilan, je me dis, bah tiens, même si je ne fais peut-être pas la fierté de mes parents. Quand je dis je ne fais pas la fierté de mes parents, c'est parce que je suis
je suis tellement engagé dans ce que je fais que je ne rends pas visite forcément régulièrement à mes parents. Donc ma mère me le reproche régulièrement, mais c'est parce que je suis engagé et je ne m'engage pas à demi. De la même manière que j'ai accepté d'accompagner M. Laguerre sur cette mandature-là. Et donc quand j'ai pesé le pour et le contre, en demandant conseil aussi à mon secrétaire général de l'époque, parce que je me suis d'abord engagé auprès du Parti progressiste martiniquais, je me suis engagé, je ne m'engage pas à demi, je fais les choses à 100%. C'est pour ça que je dis que les Martiniquais devraient accorder un peu plus de respect à leurs élus. Parce que être élu, c'est une mission, c'est un sacerdoce, c'est une mission qui demande... je me souviens d'une phrase du docteur Aliker qui disait, je crois que c'était dans le cadre de son 102e ou 103e anniversaire, il disait que l'engagement, c'est pas un sacrifice, il faut voir ça comme une nécessité. Et ça me travaille l'esprit, ça m'a toujours travaillé l'esprit, une nécessité facile à dire, mais au quotidien, c'est quand vous prenez des coups, que vous fassiez ou pas, vous prenez des coups. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on tente de faire au mieux. Ce que j'essaye de voir en vous écoutant, et je pense que les téléspectateurs aussi, c'est est-ce que vous êtes engagé comme l'est une assistante sociale ou comme l'est un chef d'entreprise. Ce sont deux engagements complètement différents. Parce que le mot économie solidaire et sociale ramène plutôt à l'assistance sociale plutôt qu'au développement économique en réalité. Alors, je ne suis pas d'accord avec... en fait, j'ai un avis différent. Pas que je ne sois pas d'accord, j'ai un avis différent. Lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, on parle surtout de solidarité, pas de social. Le social n'est qu'un élément de la chaîne. Oui, on parle surtout de solidarité. Oh, attends, le progrès, c'est quand même... Excusez-moi de vous faire de la peine, mais le progrès, c'est quand même la compétition. Oui, non. Non. Le progrès, c'est la compétition? Oui. Non. Oui. Le progrès, c'est l'innovation. Oui. Mais pas la compétition. Forcément. C'est-à-dire que... forcément. Mais si. Parce que quand je suis... Pas votre démonstration, je suis curieux d'entendre ça. C'est pas votre démonstration. Il n'y a pas de démonstration à faire, c'est une évidence. Ah non, une évidence pour vous, ce qui est évident pour vous, n'est pas forcément pour les autres. De la même manière que moi, je m'attelle à ne pas avoir de... Vous avez fait un siège, là. L'autre jour, j'étais chez des gens, et ils ont des sièges. Pour déplacer chaque siège, il faut être à 3 ou 4, tellement les sièges sont lourds, ça. Oui. Et vous avez fait un siège très léger. Eh bien, vous entrez en compétition avec celui qui fait le siège plus lourd. Vous êtes forcément en compétition avec lui. Pas forcément. Alors, forcément. Je vois ce que vous voulez dire. Sauf si on décide de rentrer dans un schéma de commercialisation et de profit. Si on n'est pas dans cette logique-là, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, justement, n'est pas dans un schéma de profit. Le profit, on ne le fait pas. Non, c'est bien ce qui m'inquiète. On est dans de la redistribution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vous est donné la possibilité de faire différemment. Je ne sais pas, alors, voilà. Au lieu de racheter votre télé en panne, au lieu d'en racheter une autre, aujourd'hui, vous avez la possibilité de la réparer. La réparer, ça remet la télé sur le marché. Mais en remettant la télé sur le marché, on la mettra à un prix inférieur à ce qu'on peut retrouver dans un magasin, sur un produit neuf. Mais en même temps, le prix, sur ce prix-là qui vous est proposé, vous n'avez pas de TVA, vous n'avez pas d'octroi de mer puisque les associations sont exonérées de TVA. Et donc, on est dans du réemploi. Mais je ne me mets pas forcément en compétition directement parce que la cible de ce grand magasin qui est situé au Mangle n'est pas la cible que moi je souhaite toucher. Je réponds à un besoin. Les gens veulent une télé à moindre coût parce que leurs moyens financiers ne leur permettent pas d'aller dans ces grandes surfaces-là pour acheter une télé neuve. Ben, je leur remets l'outil, mais je ne suis pas en compétition avec la grande enseigne. Hein. Je suis à la limite complémentaire parce que normalement la télé, elle devrait retourner chez son premier revendeur qui doit la traiter, etc. Et c'est là aussi que l'économie sociale et solidaire prend toute sa dimension sur ce territoire insulaire.
on ne va pas refaire partir la télé dans un conteneur et puis que ça arrive dans un territoire chinois, indien, où des enfants vont décortiquer et récupérer des pièces. On parle de créer de l'activité en Martinique. De l'activité, il y en a pour qui veut. Alors, après, on va me dire, ouais, mais Nicolas, t'exagères, etc. Sinon, le taux de chômage ne serait pas à ce niveau-là. Oui, le taux de chômage, il est ce qu'il est parce que on est dans une... Tout le monde cherche à être salarié. Mais il faut innover, on a besoin, le pays a besoin d'entrepreneurs. Mais le pays aussi n'a pas besoin d'entrepreneurs qui roulent. Excusez-moi, quel est le moteur de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui motive l'entrepreneur? C'est le gain? Non. Dans un système capitaliste, oui. Le système capitaliste tel qu'il est construit, on est sur du gain. L'économie sociale et solidaire, lorsqu'on décide d'entreprendre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on vient répondre à un besoin qui n'a pas de réponse. Les gens qui n'ont pas de revenus, on le doit. Alors, j'ai travaillé en tant que coordinateur dans un cabinet de recrutement inclusif. Quand on dit inclusif, ça veut tout dire. Un cabinet traditionnel, comment il fonctionne? Un cabinet de recrutement, l'entreprise dit, bon, voici ce dont j'ai besoin d'un ouvrier, un bâtiment, etc., telle formation, tel diplôme, etc. Moi, je rencontre dans les quartiers des hommes et des femmes qui ont des accidents de parcours professionnels, donc il y a des trous dans le CV, mais qui ont un savoir-faire qui n'est pas forcément valorisé dans le champ traditionnel. Lorsque vous allez dans le champ traditionnel, et c'est là qu'on parle de compétition, de compétitivité, le recruteur qui regarde ça, il se dit « Ah non, pas à Pointe-à-Pitre, parce que j'ai besoin de chiffrer, j'ai besoin de facturer à l'entreprise ce profil-là. » Moi, je ne suis pas sûr de la facturation. Nous n'étions pas sûrs de la facturation. Alors, évidemment, il y a une prestation qui est financée. Mais l'objectif n'était pas de facturer, de faire rentrer un chiffre d'affaires. L'objectif était de permettre à cette personne-là d'avoir accès à une activité professionnelle rémunérée. C'était ça. Ouais, les objectifs sont totalement différents. Mais on atteint le même objectif final, c'est de permettre à la structure d'avoir son collaborateur. Mais les intervenants que nous sommes, on n'est pas sur les mêmes schémas. Moi, ça ne m'intéressait pas de faire en sorte qu'en fin d'exercice, que le comptable nous dise il y a 100 000 euros dans les caisses. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ça n'a jamais été notre objectif, en tout cas dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, si ça arrive, parce qu'on a très bien travaillé, parce que les chefs d'entreprise martiniquais ont compris que au lieu d'embaucher un diplôme, l'entreprise a d'abord besoin de compétences, de gens compétents, de gens qualifiés, et la qualification ne s'arrête pas au diplôme, et que finalement on fait appel souvent à nous, et qu'il y a 100 000 euros dans les caisses, ben, l'argent est réinjecté dans des ateliers. Parce que le volet solidaire dont on parlait là, c'est ça, c'est... Ok, on est sur du recrutement, donc on fonctionne sur des process qui sont mis en place, mais de l'autre côté, on accompagne, on met en place des programmes d'accompagnement qui permettent à ces chefs, en tout cas à ces chercheurs d'emploi-là, ben de rééquilibrer, on rééquilibre leur niveau de compréhension et de connaissance du monde professionnel. Mais à aucun moment, je n'ai voulu rentrer dans une compétition. Et ceux qui voudraient utiliser l'économie sociale et solidaire pour venir concurrencer le secteur économique traditionnel, capitaliste, se trompe de schéma et abîme cet outil qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On n'entreprend pas de cette manière-là, on entreprend pour d'autres raisons. Moi, j'entreprends parce que il y a des inégalités et je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça juste que, sous prétexte qu'on ne soit pas né dans la bonne famille, qu'on n'ait pas... des parents qualifiés, instruits, qu'on ait des parents chercheurs d'emploi, qu'on n'ait pas eu la possibilité de voyager, ben, qu'on soit réduit à rester là dans le quartier et être captif à des choses qui abîment la société martiniquaise. Quand je dis des choses, je ne voulais pas forcément nommer ça, mais tout ce qui est prostitution, vol, trafic en tout genre, moi je pense qu'on a la possibilité de corriger les choses. Je ne suis pas en train de dire que l'économie sociale et solidaire va venir révolutionner un certain nombre de choses. Mais vous savez, lorsque les gens vous disent « Ah oui, il n'y a pas qu'à faire, il y a ben moi ». Je dis « Ah bon ?» Mais la première personne à devoir faire pour toi, c'est toi. Hein. Maintenant, lorsqu'on accède à des fonctions de
de représentants, d'élus, etc., notre mission, c'est d'outiller le pays, d'outiller la commune, d'outiller le quartier. Il faut créer des outils. La Martinique a besoin d'outils. La politique est un outil qui permet d'organiser un certain nombre de choses. Le PPM est un outil au service des Martiniquais. En fait, lorsque vous n'achetez pas la télévision neuve, je vous réparez l'ancienne, Oui. vous risquez de mettre au chômage ceux qui construisent la télévision neuve. C'est évident. Alors, évident, oui et non. Oui et non, parce que... C'est évident, je veux dire. Non, parce que si on est dans un schéma de surconsommation, parce que c'est ça aussi, il faut partir de ce principe-là. Là, vous introduisez une nouvelle dimension. Je veux dire, oui, mais je ne mets personne au chômage. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on n'avait qu'une seule télé à la maison. Aujourd'hui, dans chaque pièce, vous allez retrouver une télé. C'est qu'on a un Vous êtes pour ou contre? Je n'ai pas d'avis sur ça. Si vous me demandez... Non, demandez-moi. Ne me demandez pas un avis général. Votre avis à vous. Dites-moi, Nicolas, chez toi, qu'est-ce que tu conçois chez toi? Chez moi, je conçois que la télé dans le salon. D'accord. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de télé. Aujourd'hui, j'ai pas de télé, ma télé est tombée en panne. J'ai fait le choix de ne pas en racheter une. J'ai fait le choix de ne pas la mettre en réparation. Ça me permet d'avoir un peu plus d'échanges avec mes enfants, ça me permet de passer des moments de qualité avec eux, ça me permet de lire, parce que quand on est happé par la télé, avec la machine dans la main, on a souvent cette tendance de zapper, on devient des surconsommateurs d'images ou de contenu. Non, j'ai fait ce choix-là. Ça ne veut pas dire que demain matin, je ne vais pas qu'à l'acheter en télé, hein, ou que je fasse réparer la mienne. L'émission qu'on est en train de faire là, vous ne voulez pas la voir alors? Bien sûr, je vais la voir. Mais vous n'avez pas de télé? Mais mes collègues, j'ai vu mon collègue Ludovic Magie passer dans votre émission, j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai reçu par WhatsApp et j'ai regardé. Bien sur Internet. Voilà, j'ai regardé l'intégralité de l'émission. Ma présidente Elvira Balsig, elle était à la même place que moi et j'ai quand même pu passer un petit moment à regarder les propos qu'elle proposait. D'accord. C'est très... Est-ce que pour développer la Martinique, vous êtes responsable du sport à la mairie de Fort-de-France? Je suis en charge de la politique sportive, oui. Vous aimez le football? Oui, je n'ai pas joué au football, mais j'aime toutes les pratiques sportives. Hein. Je trouve qu'elles ont du sens. Quel est votre sport préféré? Alors moi, j'ai pratiqué l'athlétisme au Club Colonial. J'y ai passé une bonne dizaine d'années. J'ai pratiqué la natation. Là encore, hein, je suis obligé de saluer en tout cas l'engagement de la municipalité de l'époque, parce que souvent on pense que les éléments ne sont pas connectés entre eux. On parle souvent des finances de la ville qui sont dans un état catastrophique, etc. Mais c'est un héritage que j'assume parfaitement. Quand j'étais à l'école primaire... C'est l'héritage de qui? C'est le PPM qui hérite du PPM, là. Hein? Oui, mais c'est mon héritage. Mais au-delà de ça, en tant que foyer, à l'époque où j'étais à l'école primaire, je n'étais pas PPM, je n'étais pas inscrit au PPM, mais j'ai quand même bénéficié de cours de natation, gratuitement. Mais quand c'est gratuit pour moi, c'est quand même payant pour quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un qui paye la facture. Et quand la ville prend l'initiative de nous offrir à nous, enfants de quartier, la possibilité de nager, parce que c'était ça la première motivation, c'était de nous apprendre à nager. Après, c'était de nous apprendre à naviguer, parce qu'on a eu droit, lorsqu'on montait dans les classes, on a eu la possibilité de découvrir la voile. Mais ça, c'était gratuitement. Mes parents n'ont jamais financé quoi que ce soit. Et les copains qui étaient dans le bus avec moi ont bénéficié des mêmes cours que moi. Donc, quand la ville décide d'engager, de financer, d'investir sur ce genre de pratiques, ben oui, ça a un coût. Ça a un coût. Si aujourd'hui, on me dit, Nicolas, tu vas devoir payer des impôts parce qu'à l'époque, on a dû faire ce genre de choses, on a fait ces choix-là, etc. Ben oui, c'est normal. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait en avoir. Il faut assumer ça. Il faut qu'on l'assume collectivement. On a l'obligation, y compris, il y a des gens qui ne vivent plus sous Fort-de-France, mais qui ont quand même bénéficié de ce genre d'accompagnement. Lorsque vous avez des équipements de proximité dans le quartier, il a fallu quand même construire ça. La ministre du Logement est venue, il y a 15 jours ou 3 semaines de cela. Ça m'a obligé à relire un certain nombre de choses sur l'histoire de ce quartier.
Je veux dire, et ça m'a obligé à revenir, à retrouver les échanges que j'avais avec ma grand-mère qui me disait aujourd'hui, vous êtes là, vous vous installez sur un lopin de terre. Le lendemain matin, il n'y a que de la bouse, etc. Le lendemain matin, vous avez déjà 3-4 voisins. C'est-à-dire que la municipalité avait compris qu'il y avait quand même une détresse. Mais aujourd'hui, je serais le dernier à vouloir juger avec le regard que j'ai aujourd'hui les politiques publiques qui ont été menées dans les années 80-90. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, il faut revenir dans le contexte dans lequel on était pour faire ce genre de choses. Donc pour revenir à votre question, oui, donc j'ai eu la possibilité de pratiquer un certain nombre de disciplines. J'ai pratiqué le tennis, j'ai pratiqué aussi le sport à l'école, au collège, en UNSS, où là on n'a pas de spécialité, mais on essaie de s'atteler à faire un maximum de disciplines avec les copains parce que c'est convivial. On n'est pas encore dans le champ de la compétition, on n'a même pas envie de se confronter. En tout cas dans les premiers temps. Après, oui, on rentre dans une opposition où là, vous représentez votre collège, vous avez le logo du collège et vous représentez votre établissement dans une compétition. Merci. Oui, non, il faut... Si on remet les choses dans leur contexte, il n'y a pas de souci, je veux dire, mais... Est-ce que vous croyez dans la théorie du ruissellement? Il y a des gens qui font des entreprises, gagnent de l'argent, et tout naturellement, les autres en profitent. C'est-à-dire, je suis chef d'entreprise, oui. Je gagne, si je vous donne, je vous augmente de 500 € par mois, tel que je vous vois là, vous prendrez vos 500 € et vous irez à Carrefour et à Leclerc. Pas forcément, mais je vous écoute, allez jusqu'au bout. Vous irez à Carrefour et à Leclerc. Ok. Alors que si le chef d'entreprise va peut-être garder cet argent, va créer une entreprise. L'entreprise qu'il va créer va recruter des gens et puis ça va partir. Et donc le fait qu'il ait de l'argent et qu'il puisse investir, ça va permettre à beaucoup de gens, beaucoup plus de gens, d'avoir un travail, etc. J'ai l'impression que l'économie sociale et solidaire n'est pas dans cette optique-là, quoi. Je veux dire qu'on rend service aux gens. Ah non. Alors, oui, on rend service, mais le principe moteur de l'économie sociale et solidaire, c'est que un des éléments, c'est que vous avez l'interdiction de faire... Non, vous avez la possibilité de faire des bénéfices, mais vous ne pouvez pas les redistribuer aux dirigeants. Vous avez l'obligation de réinjecter ces bénéfices-là dans la structure. Donc, soit vous réinjectez de l'argent pour améliorer la situation de vos collaborateurs, améliorer les salaires, etc. Ou encore, vous pouvez améliorer leurs conditions de travail. Acheter du nouveau matériel, informatique, etc. En tout cas, mettre des conditions de travail optimales pour que l'objet même de l'entreprise soit atteint. Mais on n'est pas... Je n'aurais pas fait comme vous en réduisant l'économie sociale et solidaire à donner un coup de main. C'est pas juste ça. Il y a une véritable logique entrepreneuriale derrière et malheureusement, en Martinique, ça ne se ressent pas tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il appartient aux collectivités de booster parce que, comme j'aime à dire, l'économie sociale et solidaire, en tout cas les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sont le prolongement du service public dans des quartiers. Hein. C'est le prolongement. Il y a des collectivités qui ne sont pas en capacité de répondre à un certain nombre de besoins et qui s'appuient sur leur tissu associatif. Et heureusement. Donc les collectivités ne sont pas opposées à l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire n'a pas à s'opposer au service public parce que c'est le premier fournisseur c'est le premier financeur. Maintenant, il appartient aussi aux collectivités d'accompagner le tissu associatif pour consolider le modèle économique. Parce que c'est ça aussi. Le modèle économique, il est là. Pendant 20 ans, voir le modèle économique. Pendant 20 ans, on a cantonné les associations à percevoir des subventions 100% de leur budget venant des collectivités. Aujourd'hui, les finances ont changé. Les collectivités ne sont plus en capacité d'accompagner à hauteur de ce qu'on pouvait faire dans les années 90. Donc, il est demandé aux associations d'avoir
d'avoir un projet économique. Il faut avoir un projet économique. Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure, je travaillais dans une structure qui proposait des prestations de recrutement. Donc ça venait compenser le volet solidaire qui était financé à 100% par les collectivités. Mais derrière, lorsqu'il y avait un manque, c'est-à-dire que lorsque vous demandez 10 euros à la collectivité, ça reste un budget prévisionnel. Le budget prévisionnel, on l'affine au fur et à mesure que l'année passe, que l'exercice comptable se déroule. Lorsque vous avez demandé 10 euros à la collectivité et qu'elle vous donne 5, vous vous dites, ok, bon, il y a 5 qui vont financer l'action. Mais si entre-temps vous aviez sous-estimé le coût de l'action, parce que tel intervenant vous demande une enveloppe supplémentaire pour remplir sa mission, ben, il faut compenser. Eh ben, l'activité économique permet de compenser, là où la collectivité n'a pas pu donner 100%. Et je n'ai aucune difficulté avec ça, je trouve ça légitime. La collectivité n'a pas à financer 100%, sauf que c'était une méthode d'avant. De la même manière qu'aujourd'hui, lorsque j'ai pris mes fonctions en 2020, et y compris surtout après le Covid, on a demandé, en tout cas, nous avons fait le choix sur cette mandature-là d'accompagner les associations à fonctionner différemment, à passer en mode projet. En mode projet, ça veut dire quoi aujourd'hui? Il m'est difficile de financer de la pratique, financer le sport. Je ne finance pas ça, je ne finance pas de la pratique. Par contre, je finance des projets qui utilisent comme levier la pratique sportive. Je donne un exemple. Un club va me dire, va présenter un dossier de subvention en disant Monsieur l'élu, nous avons un projet de course, on veut organiser une course de 5 km dans tel quartier, etc. Nous avons des partenaires, donc il y a un plan de financement qui est mis en place avec du public et du privé. Nous, on aurait souhaité que la collectivité municipale de Fort-de-France nous accompagne à hauteur de tant d'argent. Si on nous demande cette somme-là, je demande à quoi sert la somme. Et la somme, là en l'occurrence, était fléchée pour financer du transport de personnes à mobilité réduite. Et ça rentre totalement dans la feuille de route qui m'a été proposée. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens de financer. En Martinique, on est sur du sport amateur. Qu'on le veuille ou pas. Alors, on a des pépites qui sortent du lot, mais globalement, nos clubs évoluent dans la sphère amateur. Aujourd'hui, la collectivité accompagne, mais il est donné la possibilité d'aller chercher et de modifier le modèle économique, d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher des partenaires privés qui vont accompagner, qui vont trouver judicieux de financer telle compétition, tel club, parce qu'en termes d'image, j'ai besoin de visibilité. Au lieu de faire un spot publicitaire, de le payer 3 000 euros, je préfère donner à une association sportive 3 000 euros. Surtout que derrière, vous avez une déduction d'impôt lorsque vous accompagnez le tissu associatif. Et ça, c'est un discours que certains présidents d'associations ne portaient pas. Mais c'est une information qu'on leur donne pour qu'ils puissent durer dans le temps. Parce que c'est ça aussi. Hein. Aujourd'hui, Fort-de-France, la ville de Fort-de-France, en termes d'activité sportive, c'est quand même 190 associations réparties dans 40 disciplines. À Fort-de-France, on a 10 clubs de football. Lorsque certains viennent... C'est normal. Je vous ai dit, je n'aime pas ce mot-là. Ce mot-là, la normalité n'a pas de sens. Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est naturel. C'est naturel parce que chacun a eu envie. Je ne peux pas brider une initiative. Lorsqu'un Martiniquais, un Foyalais a envie de lancer une initiative, j'ai l'obligation de l'accompagner au mieux. Ça ne fait pas forcément doublon parce que moi je me souviens qu'à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, l'USC Citron, j'espère ne pas embêter les autres clubs foyalais en citant ce club, on connaissait les joueurs. C'était des joueurs, c'était des habitants du quartier. Il y avait une logique de quartier derrière le club.
Donc vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est complètement balkanisé, quoi. Ce quartier-là, chacun ça. Nous sommes infoutus de nous mettre ensemble, en fait. Non, mais après, moi, j'accueille l'identité de chaque quartier. Mais c'est ça l'identité foyalaise. Parce qu'aujourd'hui, alors moi, je suis né à Fort-de-France. Mes parents ne sont pas nés à Fort-de-France, mes grands-parents encore moins. Ma grand-mère est de Font-Saint-Denis et mon grand-père du Marin. L'histoire de la Martinique, l'histoire économique de la Martinique fait que ils arrivent à Trenel, ils arrivent à Fort-de-France. Ce ne sont pas des purs foyalais. Mais c'est ça la richesse de Fort-de-France, c'est cette mixité-là. Et je n'ai pas de difficulté lorsque il y a une identité forte à Volga, une identité forte à Trenel, etc. Et que chaque quartier ait sa propre identité. Je revendique l'identité de Trenel-Citron. Ce quartier-là n'est pas le centre-ville, il n'est pas Redoute, il n'est pas Ravine-Vilaine, et encore moins Didier. Est-ce qu'il est un peu vulgaire? Non. Non plus. Non plus, parce que... Il est unique, quoi. Mais bien sûr, mais chaque quartier est unique. D'accord. Chaque quartier a son originalité et son histoire. D'accord. Quand bien même l'occupation du sol répond, en tout cas, répond à la même problématique, la crise financière des années 30, l'éruption de la montagne Pelée, etc. Mais ce sont des gens qui sont venus chercher un mieux vivre à Fort-de-France. Et ils ont construit, ils ont apporté un certain nombre de choses dans le quartier, qui fait qu'aujourd'hui, le quartier a sa propre identité. Vous avez des quartiers, n'oubliez pas, où, comme à Crozanville, où vous aviez une majorité d'artistes. Il y a des quartiers, un peu plus de sportifs que d'artistes, etc. Mais ça participe à l'identité du quartier. Nous avons, regardez, nous sommes... Trenel-Citron est un des rares quartiers à avoir une cascade. Vous saviez ça? Vous avez déjà visité notre cascade? C'est quoi une cascade? Vous avez une cascade? Mais oui, mais je sais, mais pourquoi voulez-vous que notre quartier ait une cascade? C'est pas que je veux, c'est que ça existe, je valorise. Oui, mais parce que c'est un endroit où vous pouvez venir vous détendre, venir marcher, venir vous restaurer sans aucune difficulté. Donc une compétition dans les quartiers. Pas de compétition dans les quartiers. Il n'y a pas de compétition. La compétition voudrait dire que... Non, la compétition voudrait dire que si demain matin, à Dillon, vous voulez faire une cascade. Parce que la traite est en cascade, moi, les faire en cascade, la Dillon. Non. C'est difficile. On est complémentaires. Et c'est ça la richesse de la ville de Fort-de-France, c'est que chaque quartier a son identité propre, mais quand on rassemble tout ça, ça donne Foyal. Donc on sait se rassembler. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, on a accepté aussi la richesse associative. Je ne peux pas dire à un président, un Martiniquais, un Foyalais de ne pas créer une association parce qu'il y en a déjà une autre. Mais si lui, sa conception du football est différente de ce qui existe, ben moi ce qui m'interpelle, une de mes missions, c'est de faire en sorte qu'il soit épanoui. S'il s'épanouit en créant son association, par contre, à l'inverse, je vais rappeler un certain nombre de... Le contexte dans lequel il crée sa nouvelle association. Donc, il ne faudrait pas croire que parce que tu as créé la nouvelle association, que parce que dans une autre commune de Martinique où il n'y en a que 2, on te donne 30 000 euros, que tu auras 30 000 euros. C'est ce que je rappelle souvent à mes partenaires associatifs. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Vous connaissez ce proverbe, complot nègre, c'est complot chien? Oui. D'accord. Alors, ça peut vouloir dire que quand on se met d'accord, un de deux peut aller trahir, etc. Complot nègre, complot chien. Mais ça peut vouloir dire aussi que nous sommes quelque part incapables de nous mettre ensemble, incapables de faire les choses ensemble. Vous avez l'air de vous réjouir qu'il y ait 10 équipes de football à Fort-de-France. Je peux moi aussi rêver qu'il y ait une équipe à Fort-de-France qui soit très forte, qui récupère justement les meilleurs éléments de tous les quartiers de Fort-de-France et faire une équipe foyalaise, quoi. Vous, non. Alors, je ne me réjouis pas. Alors, je ne suis pas d'accord avec un tas de petites associations. Avec l'interprétation, je ne me réjouis pas d'une situation que je trouve. Vous pourriez essayer de la changer. Je préfère voir le verre. Je préfère le verre à demi plein qu'à demi vide. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, et ça, vous devriez le savoir, Monsieur Larouchet, c'est que effectivement, il y a 10 clubs de football qui sont en compétition dans des championnats, dans le même championnat, mais dans des sections différentes, avec des niveaux différents.
mais on a réussi quand même à créer ce qu'on appelle l'UCFF, l'Union des clubs de football de Fort-de-France. Donc une seule bannière dans laquelle les clubs de Fort-de-France se retrouvent pour parler de logistique, pour parler de fonctionnement, pour parler de football. On a réussi quand même à faire ça. Et quand on veut parler qu'on ne peut pas s'unir... C'est toute votre ambition, mais se en même réunir temps, pour parler. En même temps, sur quels critères? Imaginons qu'on aille dans ce sens-là. Sur quels critères vous vous basez pour dire eh ben, on garde celle-là et puis nous catchons les 9 l'autre là? Excusez-moi, ça c'est votre travail. Non, mais c'est bien ce que je dis. Non, ça c'est votre travail. Mais et j'ai pas dit qu'on tue les 9 autres. Comme vous dites que je suis en train de me réjouir de cette situation-là. Je ne me réjouis pas de la situation. Mais si. Non, vous avez 43 ans, vous êtes élu municipal. Mais vous voudriez que j'éteigne 9 associations pour en laisser une seule? Je veux rien du tout. C'est ce que vous me dites. Vous pouvez avoir 9 associations. Vous ne pouvez pas lâcher ça et puis quand il faut décider, quand il faut trancher, vous dites c'est à l'élu de trancher. C'est pas ça, hein? Non. Moi je dis, au lieu de trancher, d'aller assassiner vous voyez les gros mots tout de suite. Oui, parce que mais qu'est-ce que vous faites? Oui, vous assassinez l'association. Et puis n'oubliez pas qu'au-delà de la pratique de l'objet de l'association, ce sont des associations qui sont territorialisées dans des quartiers, donc qui animent un quartier, qui portent la vie, la cohésion dans le quartier. Lorsque demain matin, je crée un seul club, prenons celui-là, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, le CO Trénel. Qu'est-ce que je fais avec le club de Bocanal? Qu'est-ce que je fais avec le club de Dillon? Donc tous ces clubs-là continuent d'exister. Hein. Bien sûr. Seulement, il y a un club qui regroupe tous les talents de ces différentes associations. Donc vous voulez faire une sélection foyalaise qui pourrait trouver son identité en s'opposant aux 33 autres communes de la Martinique. Pourquoi pas? Aujourd'hui, ça a progressé. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais non, avec votre système, rien ne fonctionne pas. Ben, ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus d'équipe compétente à Fort-de-France. Regardez, en finale de coupe, vous avez quand même le club colonial qui est là. Ah, oui, mais c'est vraiment le hasard, ça. Le hasard Écoutez, vous savez bien que le football... Monsieur Laouchi, il faut quand même respecter le travail des équipes dirigeantes. Je respecte. Mais je veux dire qu'il y a surtout le travail des bénévoles. Il y a bien longtemps que le football, c'est le club franciscain, il vient piloter les autres. Non, oui, mais alors après, c'est parce qu'il y a une logique, il y a une logique aussi derrière. Je veux dire, lorsqu'on tente, je ne veux pas critiquer ce qui n'est pas de mon ressort. Maintenant, dans les autres communes, ils ont une autre manière de mener leur politique sportive. Nous, à Fort-de-France, on a la nôtre. Maintenant, est-ce que mon objectif, c'est d'avoir au sommet du football martiniquais une équipe fouillalaise? C'est pas ça votre objectif? C'est pas ça votre objectif? Pourquoi pas? Mais il y a plein d'objectifs en amont qui m'interpellent. Je veux dire que autant que j'ai d'associations, ce sont des associations qui vont capter des enfants à droite et à gauche. Vous savez, vous ne pouvez pas arriver, parce que comme je vous ai dit que chaque quartier a son identité, vous ne pouvez pas venir comme un sauveur dans un quartier et dire « Bon, ben les gars, venez jouer au football, on est en club, etc. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, il y a une identité propre. Et donc aujourd'hui, il y a des clubs, il y a des associations qui existent dans ces quartiers. Et notre rôle en tant que ville, c'est d'accompagner ce tissu associatif-là à maintenir son ancrage. Aujourd'hui, s'ils veulent faire du hand, eh bien, ils feront du hand. S'ils veulent faire, parce que ça correspond aussi aux aspirations des habitants du quartier. Derrière nous, on a des équipements, et ça fait partie des axes de la politique municipale qui est menée, la politique sportive, c'est de moderniser aussi nos équipements pour favoriser la pratique sportive dans les quartiers. On ne peut pas dire aux jeunes, vous êtes tout le temps sur des consoles, sur votre téléphone, en bas à abri, etc. Et lorsqu'il y a une initiative associative qui sort de terre, dans la tête d'un habitant ou bien même d'un jeune, lui dire non, tu peux pas faire ça parce qu'il y a déjà assez de clubs, donc allez ouais monsieur tel, dis-lui, même si tu lui dis de venir de ma part, vous voyez bien que vous créez de la frustration. Si on peut éviter ça... Vous savez comment on crée une association? C'est exactement comme vous avez dit là. Il vient dans ma tête de créer une association. Je me réveille un matin et je crée une association. Sans avoir la moindre compétence pour être président d'une association. Et je fais des choses parfois dramatiques
au sein de cette association. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Oui. Des gens qui ont créé des associations de football, ça, qui étaient en réalité des vrais caractériels, c'était des catastrophes, quoi. Et j'ai assisté à une bagarre, pas une bagarre verbale, entre deux présidents de l'association au Stade Louis Achille à l'époque. J'étais écœuré, quoi. Ces mecs-là ne pouvaient en aucun cas s'occuper de jeunes en ayant le comportement qu'ils ont eux-mêmes. Et vous savez très bien. Et là, vous m'inquiétez parce que vous êtes en train de dire il suffit qu'ils le fassent et bon, on va aller dire, on va la machine. Non, c'est pas il suffit qu'ils le fassent. Mais si, c'est ce que vous avez dit. La liberté d'initiative, je ne peux pas. Mais vous devez contrôler. Mais attendez, on mélange les sujets. Non, on mélange pas. La liberté d'initiative, elle existe. Oui. Vous avez la liberté de faire. D'accord, une association. De faire à la préfecture, je fais. De faire un certain nombre de choses. Oui. Maintenant, lorsque vous êtes sur un territoire, sur un des quartiers de Fort-de-France, et que vous sollicitez la ville a un droit de regard sur ce que vous faites. Et à la limite, on vous accompagne à la définition. Peut-être que vous avez parlé de compétences tout à l'heure, et c'est là aussi là où le bas blesse aujourd'hui. On tente de professionnaliser le tissu associatif sans y mettre les moyens. Je rappelle que quand même, les associations sont portées par des bénévoles, des gens qui ont une idée, une envie de faire quelque chose, de développer une action, une activité, même si c'est créer du lien dans le quartier, etc. Mais faire en sorte qu'il y ait de la cohésion dans le quartier. Donc si ça passe par des sorties, on fait des marches. Vous voulez faire des marches, des randonnées, ben, oui, mais pour financer les randonnées, c'est-à-dire que vous attaquez à des gens, vous proposez des randonnées, vous êtes fanatique de randonnée. Vous vous dites, pour lutter contre l'obésité, etc., le diabète, les maladies chroniques, je veux que les gens de mon quartier sortent et puis je veux recréer ce lien qu'on a perdu. Eh bien oui, mais qui m'ont payé bus là, les gens n'ont pas les moyens. Donc, vous voulez demander une aide à la collectivité, mais aujourd'hui les textes sont tellement changés qu'il vous faut avoir une assise juridique pour faire cela. Quoi de mieux qu'une association pour justement faire une demande de subvention, une demande d'accompagnement financier pour aller dans ce sens. Même lorsque vous allez demander à une entreprise, même si c'est du mécénat, l'entreprise va vous dire, oui, mais à qui je donne l'argent? À l'AOCHE ou bien quelle garantie vous donnez au chef d'entreprise ou bien aux dirigeants de collectivité sur l'utilisation des fonds? L'association, c'est un support, c'est un outil qui est là pour vous permettre justement d'atteindre l'objectif. Maintenant, nous, on a des objectifs politiques dans le quartier. On a accès à des données, des informations, un regard peut-être différent de ce que M. Pierre-Paul Jacques voudrait faire dans son quartier. Mais on peut l'accompagner en disant peut-être que tu devrais ne pas t'intéresser qu'aux jeunes. Peut-être que tu pourrais ouvrir sur les seniors. Les seniors pourraient mériter d'être accompagnés dans des randonnées pour découvrir le pays Martinique. Je n'ai pas incité qui que ce soit à la compétition, à s'opposer ou encore mais on accompagne. Lorsque sur la formation, parce que lorsque je reçois des dossiers de subvention, j'explique aussi aux dirigeants qui sont bénévoles qu'il y a des instances qui vous accompagnent à vous former à présider, à administrer une association. Maintenant, il faut avoir accès à l'information. C'est ce qui fait défaut au tissu associatif, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, moi, je reçois des CFA. Donc, les CFA, ce sont les demandes de subvention. Donc, c'est un document officiel qui sont rédigés au BIC. Alors qu'en temps normal, le CFA, il est en ligne, vous le remplissez de manière informatisée. Ce sont des indicateurs qui me montrent que peut-être qu'au sein de l'association, il y a une difficulté qui n'est pas présentée. Donc je demande aux équipes de faire le point, de vérifier de manière subtile, sans vouloir mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais vérifier comment l'association fonctionne, parce que de toute façon, vous avez des gens aussi, je ne suis pas né élu. Je fais ce parallèle-là parce que vous parliez de compétences, je ne suis pas né élu, je ne suis pas docteur en sport. Et pourtant, l'ancien directeur des sports, M. Hilpron, était directeur, il était docteur en sport. Donc il a une compétence. L'élu que je suis s'appuie à une feuille de route. J'ai un chemin, j'ai des objectifs à atteindre. Et lui, il traduit ça de manière opérationnelle pour moi. Moi, j'ai un discours politique, j'ai une envie, j'ai une vision. Je veux que le sport soit un outil au service
de la Martinique, que ce soit un levier au service du développement économique, au service de la cohésion sociale dans les quartiers, au service de la prévention, de la santé, au service du tourisme. Regardez, lorsqu'on organise le semi-marathon, l'édition du semi-marathon, parce que faut pas dire semi-marathon, c'est l'édition du semi-marathon, parce qu'il y a une multitude de courses autour du semi. Lorsqu'on fait venir des athlètes internationaux, de renommée internationale, c'est du développement économique qu'on fait, hein. Parce que ce sont des voitures de location qui sont louées, ce sont des nuitées d'hôtel qui sont financées, ce sont des repas qui sont financés. C'est pas Nicolas Filet qui fait ça. Ce sont des chefs d'entreprise qui sont au-delà du partenariat, qui ont des tarifs compétitifs et qui nous permettent d'y aller. On permet aussi aux athlètes de découvrir la Martinique. On permet aux gamins des classes foyalaises, des écoles foyalaises, de rencontrer des athlètes de haut niveau qu'ils ne verraient qu'à la télé. Là, les athlètes viennent, il y a une demi-journée qui est consacrée à ça et ils déjeunent avec les enfants. Ils discutent. Il y a des traducteurs qui sont là parce que quand les enfants à l'école primaire ne maîtrisent pas la langue anglaise, eh ben, il y a des traducteurs qui sont là pour faire le travail. Il y a toute une logique, il y a tout un écosystème autour de ce genre de choses et le sport, ce n'est pas juste la pratique du week-end. Pas rien pour faire, ben moi, quand fait sport. On disait ça avant, on dit plus ça aujourd'hui. Et on accompagne aussi les bénévoles. Parce qu'il n'y a pas de compétition s'il n'y a pas de bénévoles. Et ça, c'est une réalité martiniquaise. Le bénévolat est en crise, il nous faut apporter des réponses, il nous faut sensibiliser. C'est comme pour l'arbitrage. Arbitre en Martinique, quand on est sur du sport amateur, c'est pas un métier. On a des arbitres qui ont cette vocation-là, mais il y a un défraiement qu'il faut prévoir. Mais le rôle de l'élu, c'est d'aller trouver des solutions, d'aller trouver de l'argent, en partant du principe que l'argent existe, mais à condition qu'on sorte des sentiers battus. Je veux dire, à un moment donné, oui, il faut aller chercher de cet argent-là, et peut-être qu'il faut rédiger un projet. Jouer au football. Jouer au football, c'est peut-être pas suffisant, mais il faut rédiger un projet. Ah, mon Dieu. Un projet. Un projet. Vous êtes partisan de la démocratie participative, vous? Oui. À fond, 200%, hein, de la façon dont vous parlez là. C'est-à-dire que vous n'avez aucune idée. Ce sont les autres qui doivent vous porter des idées. Mais écoutez, ça fait une heure que vous me racontez ça, que en fait, vous accompagnez les associations. La démocratie participative, c'est pas ça. Vous réduisez le concept. C'est pas, vous n'avez aucune idée et vous dites aux gens, qu'est-ce que vous... Non, c'est pas ça. Non, la démocratie participative, c'est... j'ai une vision du développement de tel territoire ou de telle discipline. Maintenant, c'est la mienne. Mais on ne m'a pas mis en place pour que je sois seul à décider. Ça n'a pas de sens. Ce que vous me dites, c'est qu'il y a des associations, il faut les laisser naître. Quelqu'un a une idée, moi je dois l'accompagner, je dois l'aider. Mais vous ne me dites jamais que vous pouvez avoir une planification dans cette ville de Fort-de-France, un vrai projet sportif et mettre les gens au service de votre projet. Vous, c'est exactement le contraire. Et vous êtes désespérément au service de tous ceux qui ont un projet. Bon, il a un projet, il veut faire quelque chose, je vais l'aider, je vais l'aider, je vais l'aider. Vous ne m'avez pas écouté alors, monsieur Laouché. Mais je n'ai pas arrêté de vous écouter. Et c'est le sentiment que vous me laissez. Non, vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. Je n'ai pas compris alors. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais s'il le faut, dites-moi... Nicolas, est-ce que c'est ce que tu as dit? Bon, Nicolas, est-ce que c'est ce que tu voulais dire? N'oubliez pas que nous avons présenté un projet politique au Foyalais, puisque comme on parle de politique sportive, et donc il y a des axes. Et les axes nous permettent de définir un cadre. Il y a 4 axes. C'est développer la pratique sportive à Fort-de-France, c'est utiliser le sport comme levier, je l'ai dit tout à l'heure, au service de la santé, etc., de la santé, le développement économique, la cohésion sociale dans les quartiers. C'est accompagner nos athlètes de haut niveau, parce qu'on en a, ce sont des ambassadeurs de Fort-de-France qui vont parler de la ville de Fort-de-France lorsqu'ils vont à l'étranger performer dans leur discipline. Et puis c'est moderniser nos équipements. Ça, c'est la base. Maintenant, sur cette base-là, donc ça c'est le cadre qui est donné, lorsque je parle d'utiliser le sport comme levier au service d'eux, là on rentre dans une démarche projet. C'est ça le projet. Le projet, c'est de dire aujourd'hui,
on regarde les problématiques de la ville et de sa population et on se dit, ah ben tiens, et ça fait 2 ans qu'on le fait, je reste sur le semi-marathon. Le semi-marathon est devenu un outil où on fait passer un certain nombre de messages. Au-delà de la course, c'est l'une des rares courses en Martinique labellisée par la Fédération française et la Ligue internationale d'athlétisme, où vous allez retrouver des athlètes internationaux qui vont côtoyer monsieur et madame tout le monde. Vous avez vu ça quelque part en Martinique? Vous avez vu ça ailleurs? Comment vous appelez ça? Mais c'est déjà un projet. Ensuite, derrière ce projet-là, lorsque j'incite les Foyalais, les Martiniquais à s'inscrire au semi-marathon, et c'est même pas ça, au-delà de ça, parce qu'il faut regarder aussi quelles sont les habitudes, quels sont les souhaits, les envies des coureurs. Les coureurs, vous dites 21 km 100, bon, ça fait beaucoup, mais pas envie de faire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un relais de 10 km, 2 fois 10 km au sein du semi-marathon. En tout cas, de l'édition du semi-marathon. On a créé un 5 km. C'est parce qu'on vous a dit de le faire. Vous n'aviez pas l'idée, vous. Non. Mais si vous voulez dire que quelqu'un vous a dit que... Mais faire de la politique, et c'est ça, c'est ce que je vous dis, on n'est pas dans une dictature, monsieur Laouché, où oui, j'impose un regard et j'impose ma vision aux gens. Voilà. J'ai ma vision, mais vous parliez tout à l'heure de faire peuple, d'être ensemble. Mais pour être ensemble, je ne peux pas dire aux gens ce qui est bon pour eux. Pourquoi vous avez été élu alors? J'ai été, parce que j'ai un projet, et vous me parlez de dictature. Et l'objectif, c'est de Votre faire... Le projet, c'est une dictature. Le projet, non. Le projet repose sur un constat. Maintenant, les constats, les situations évoluent. Les Foyalais de 2020 qui ont voté aux élections de 2020 ne sont pas les Foyalais d'aujourd'hui, mais 2025. Entre-temps, les gens grandissent, ils évoluent, ils ont de nouvelles aspirations et vous avez l'obligation d'être à leur écoute et de n'être qu'à leur écoute sans avoir une réflexion personnelle. C'est pas... Mais comment ça, on n'a pas de réflexion personnelle? C'est vous qui êtes parce que lorsque je vous dis non, quand je vous dis non, vous demandez-moi un bagage, moi je dis non. C'est que j'ai une vision. Oui. Parce que je ne suis pas là juste, je suis pas un béni oui qui dit oui en permanence aux gens, etc. Je ne suis pas là pour entendre qu'on vous apporte des projets. Je ne suis pas là pour satisfaire, les Foyalais, les Martiniquais. Parce que j'ai un cap quand même, j'ai un projet politique à développer. Mon objectif, c'est de trouver... J'ai un cap quand même. C'est-à-dire que c'est quand même, j'ai quand même un cap. Oui, parce que je fais tout quand vous faites de la politique, de la même manière que M. Laouché, vous êtes chef d'entreprise, l'entreprise ne tourne pas que sur vos envies. Parce que vous avez du personnel, vous avez des hommes et des femmes. J'ai un projet. Hein. J'ai un projet. Oui, mais le projet, il ne peut pas être linéaire. Si vous me dites que votre projet est linéaire, parce que vous avez une boule de cristal, vous avez une boule de cristal et que ça est tant mieux pour vous. Mais je vois les choses évoluent. Excusez-moi de faire de la peine, mais au bout d'un, je ne vois pas votre projet. Votre projet, c'est d'aider. Vous ne donnez pas la peine d'entendre le projet. Mais j'arrête pas de vous entendre, de vous écouter. Mais j'arrive pas à voir le projet sportif de la ville de Fort-de-France, si ce n'est d'accompagner les associations qui veulent bien se mettre en place. Mais pourquoi ça? C'est pas un projet pour vous, ça? Oui, mais d'accord, mais c'est ça votre projet, d'accord. Maintenant... Non, j'ai compris, c'est ça. Maintenant, donc on est d'accord, j'ai compris votre projet. En fait, je pense que vous vous trompez de strate. Vous confondez ville ou élu au sport et président de ligue. Je pense que le président de ligue... responsable du sport dans la ville. Attention, le président de ligue, par exemple le président de la ligue d'athlétisme, doit avoir un projet martiniquais sur la question de l'athlétisme. Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut transformer? Qu'est-ce qu'il veut comme atteinte de résultats pour la ligue qu'il préside? La collectivité est là pour l'accompagner, mettre en place un certain nombre d'outils, faire en sorte que, à l'échelle du club, la collectivité traduise un certain nombre de politiques publiques. Nous sommes partenaires. Je prends l'exemple du stade Pierre-Aliquer. Oui, il nous faut refaire la piste d'athlétisme. Mais monsieur Laouché, on parle de projet. Pour refaire la piste d'athlétisme, alors quoi? Il faut juste passer un coup de téléphone, appeler un prestataire, financer la piste et puis j'ai fini. Et puis je dis, il y a une piste là, défendre quoi ça? Ça? Non. La Ligue doit me dire, monsieur doit venir voir le maire, monsieur le maire,
sur les 3-4 prochaines années, on aurait souhaité faire en sorte que les Martiniquais brillent à l'international. On aurait souhaité organiser un certain nombre de manifestations internationales comme le faisait le Conseil général à l'époque, le grand meeting, etc. Organiser un certain nombre de compétitions. Lorsque vous me dites ça, vous me dites, c'est ça le projet. Et le projet, eh ben, je regarde quel type d'outil peut correspondre à ce projet-là. Mais si vous me dites de financer une piste pour que eh ben, mon fait sport, mon amateur vienne poser, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La ville n'est pas déconnectée de l'écosystème. C'est un élément de l'écosystème. Moi, c'est ma conception de la politique. On n'est pas dans une centralisation de la chose où la ville est là et puis les gens sont au service de la ville. Les associations, les ligues, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je refuse de concevoir la politique de cette manière-là. Vous êtes allé au stade Pierre-Aliquet de temps en temps? Mais je suis régulièrement au stade Pierre-Aliquet. Mais vous devez être bien embêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde à côté de vous. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas grand monde à côté de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il n'y a pas grand monde à côté de moi? Mais si je parle français, il n'y a pas grand monde qui va là. Qui va dans les gradins, je veux dire. Ah, lors d'une compétition, lors d'un match? Ben oui. Oui, mais non, mais vous me dites Ben, si je vais. Mais moi, j'y vais régulièrement parce qu'il y a les équipes de la direction des sports qui travaillent sur site. Je vais regarder l'état de l'infrastructure. Un stade Pierre-Aliquet, c'est fait pour les spectateurs, en principe. Alors, c'est fait pour des téléspectateurs. Oui, des spectateurs, oui. À condition qu'il y ait des compétitions, Voilà. oui. À condition qu'il y a peu de spectateurs. Vous parlez de football? Je parle de tout. Je veux dire, chaque fois que je suis en règle générale, c'est surtout du football. Donc voilà, quoi. Donc votre priorité à vous, élus, c'est de faire en sorte que les gens retrouvent le chemin du stade. C'est pas aux gens de faire ça pour vous, c'est vous qui devez réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme compétition? Ah non, vous voyez, c'est là que vous voudriez que je sois président de ligue et président de fédération. Oui. C'est pas mon job, ça. Ah bon, moi, je suis élu au sport, je suis un facilitateur dans un certain nombre de choses. Okay. Maintenant, lorsque vous me dites, vous dites au maire que vous voulez organiser un certain nombre de matchs, par exemple les matchs de la CONCACAF, etc., notre responsabilité est de produire, d'offrir un équipement à la hauteur qui réponde à un cahier des charges. Maintenant, c'est ce que nous avons fait. Derrière, on travaille de concert avec la Ligue pour justement que les gamins qui sont en école de football aient accès à l'équipement, puissent voir un match de renommée internationale. Mais ce n'est pas à moi d'organiser ce genre de choses. Chacun a son rôle, chacun doit prendre ses responsabilités. Si à chaque fois c'est l'élu qui doit porter, monsieur Laouche, avec la collaboration des ligues, vous devez avoir un projet. Parce que vous êtes responsable du sport dans la ville. Mais je vous ai décliné mes axes d'intervention. Malgré ça, ce n'est pas suffisant pour vous. Vous voudriez que... Attendez, c'est pas que c'est pas suffisant. que je me positionne en tant que président de ligue et président de fédération. Non. Patron du sport à la ville de Fort-de-France. Oui, en mais collaboration ça veut pas dire avec toutes les ligues et tout. Le rôle d'une collectivité, ce n'est pas uniquement de porter et de concevoir des événements sportifs. On en fait, mais il faut aussi que les ligues qui sont habilitées à le faire accompagnent. Et ça, on le fait. On travaille de concert avec les ligues. Vous accompagnez quoi? C'est une des missions principales, c'est d'accompagner la Ligue, d'accompagner les clubs. Le club ne fonctionne pas si on ne le subventionne pas, si on ne lui met pas à disposition un équipement. Vous êtes un accompagnateur, quoi. Vous n'êtes pas un visionnaire qui a une vision, qui a un projet, vous êtes un accompagnateur des projets des autres. Lorsqu'on est en séance de travail, on partage la vision, mais elle est commune. Mais ce que je vous rappelle, c'est que je ne peux pas, en fait, je ne fonctionne pas, je ne conçois pas d'arriver là et dire à la Ligue, voilà ce que je veux pour... Non, excusez-moi, vous êtes trompé. Voilà ce que je vous propose, voilà ce que je voudrais. Vous n'imposez pas... Non, on suggère, oui, non, on suggère un certain nombre de choses. Ah, c'est pas ce que vous m'avez fait comprendre. Non, mais vous avez envie de retenir ce que vous voulez retenir de l'échange. Mais grand bien vous fasse. Mais comme je vous dis, vous voyez, je ne peux pas
être derrière vous avec une palette, vous dire non, monsieur Laouché, c'est pas ce que j'ai dit. Vous voyez bien, attendez, la possibilité vous est donnée d'entendre et d'interpréter, de comprendre surtout ce que je dis. Vous parlez un excellent français. Je ne suis pas sourd. Ben, j'ai l'impression que... J'ai bien compris ce que vous avez dit. Et ce que je ressens, c'est que je ne vois pas le projet sportif de la ville de Port-de-France. Après vous avoir écouté. C'est ça qui m'ennuie, si ce n'est d'accompagner ceux qui ont des projets. Le projet sportif réside, je vous l'ai dit, il réside en un certain nombre d'axes. Il y a des priorités. Mais est-ce que c'est à la ville de dire... je veux que le football soit à la hauteur. Je vous rappelle, monsieur Laouché, si vous avez suivi l'actualité, qu'il y a 1 an et demi de ça, nous avons voté, en tout cas la collectivité territoriale a installé la conférence territoriale du sport. C'est la conférence territoriale du sport avec l'ensemble de ses membres qui définissent la stratégie sportive du territoire martiniquais. On n'est plus à ce niveau-là où chaque commune défend un projet, etc. Là, aujourd'hui, on a voulu, quand vous me dites qu'on a du mal à faire corps, à faire peuple et à travailler ensemble, voilà encore un très bel exemple. Où autour de la table, vous avez des représentants des EPCI, donc qui représentent les communes, vous avez les services déconcentrés de l'État, vous avez le monde sportif, le monde associatif et les utilisateurs. Vous avez toute cette communauté-là qui est là pour définir justement quel est le projet sportif martiniquais. Et autour, dans le cadre de cette instance-là, chacun est habilité à faire sa proposition. Et on arrive à sortir quelque chose de martiniquais. Après, vous avez la conférence des financeurs. Parce que qui dit projet dit finance. Il faut financer ces orientations. Mais c'est ce qu'on fait. Et on arrive à... Est-ce que vous avez l'impression d'être en situation d'échec si on vous dit que la Martinique est en train de devenir une des zones les plus criminogènes de la zone, quoi. De plus en plus criminogène. Quand vous avez vu ce qui s'est passé en novembre dernier, les émeutes, etc., les jeunes, est-ce que vous avez l'impression de réussir ou d'échouer? Alors, pour être déjà dans la phase de constat, il faut déjà qu'on... Excusez-moi, mais 5 minutes. Oui, alors, on ne peut pas partir encore dans cette phase, en tout cas moi, en ce qui me concerne, on ne peut pas partir dans une phase de constat en disant qu'on est en échec. Maintenant, il y a une situation qui est là. Il faut comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation et commencer à apporter des réponses. Mais vous savez, si c'est pour apporter des réponses en amont, on va avoir un souci. On va gaspiller du temps, de l'énergie, de l'argent. C'est pour cette raison qu'à Fort-de-France, le choix est toujours fait de travailler suffisamment en amont, de travailler lorsqu'on crée. Quand je vous dis que vous parlez de projets municipal, ben c'est ça. Lorsqu'on tente de faire revenir le sport, la pratique sportive dans les écoles, lorsqu'on crée l'école municipale d'activité physique et sportive, c'est maintenir un certain nombre en tout cas, transférer des valeurs à travers la pratique sportive à ces jeunes générations, qu'elles comprennent le respect de soi, le respect des règles, le respect d'un certain nombre de codes. Parce que le sport n'a pas de valeur, mais il y a des valeurs qui existent et on utilise le sport pour partager ces valeurs-là. Donc on travaille suffisamment en amont. Mes collègues sont bien placés pour parler de ça. Lorsqu'on parle de projets associatifs dans le cadre du contrat de ville, vous avez des associations qui décident d'intervenir soit dans les écoles primaires, soit dans les collèges très tôt pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce sont des mots qui sont de la société foyalaise martiniquaise sur lesquels on apporte des réponses. Maintenant, s'il faut juger tout de suite derrière l'impact de l'action, c'est prématuré. Je veux dire, si demain matin, je plante une graine et que j'attends le surlendemain pour manger le fruit, j'ai un problème. Ouais. Donc, il faut qu'on se donne le temps. Vous êtes responsable de votre truc à la ville depuis combien de temps? Depuis 2020. Oui. Ok, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, mais j'ai un bilan assez intéressant. On est obligé d'arrêter l'émission, j'ai déjà dépassé, je crois, de 10 minutes. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Pourquoi vous riez? Non, parce que l'échange est plaisant et donc j'espère être invité à nouveau pour développer de nouvelles... Ah bon, je ne vous ai pas
Vraiment, je vais donner l'envie de revenir? Ben, bien Je sûr. voulais exactement le contraire. Non, non, pas du tout, monsieur Laouché. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique Télévision. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser le bon mot avec monsieur Nicolas Filin. Il est chargé du sport, ou des sports, qu'est-ce qu'on dit? Des sports. Des sports, à la ville de Fort-de-France. Puis vous êtes un tas de choses. Vous êtes conseiller municipal, vous avez été attaché parlementaire de Johnny Ajar. Collaborateur, oui. Je vais vous- Parlementaire. Comment? Collaborateur parlementaire, effectivement, oui. Oui. Et puis membre du Conseil national du Parti progressiste martiniquais. C'est ça. On va vous interviewer à ce titre-là la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup. C'est noté. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Au plaisir.